François Mitterrand, le coup d'État permanent, 1964, conclusion. Ce n'est pas le nom conventionnel des institutions, mais leur tendance générale, leur jeu habituel, leurs conséquences de tous les jours qui doivent nous préoccuper lorsque nous voulons connaître l'état réel d'un peuple. Citation de Prévost-Paradol. Une demi-heure après l'assassinat de John Kennedy, dans la carlingue d'un avion, avec pour tout public sa femme en larmes et celle du président disparu, les bas et la robe tachée de sang, le successeur, d'un geste étriqué, prêtait serment sur une Bible devant un petit juge de district. Et non seulement l'Amérique, mais aussi le monde entier reconnurent en M. Johnson le nouveau président du plus puissant État du globe. Il ne vint à l'esprit de personne de contester cette accession au poste suprême, issue du désordre et du désarroi, dans le sillage d'un crime, à 2000 kilomètres de la capitale et de ses dignitaires. Aucun photographe, aucun reporter de télévision ne se fut trouvé là pour enregistrer les images de la cérémonie qu'elle eût recueilli aussi spontanément l'adhésion universelle. Les États-Unis n'ont pas besoin de s'expliquer pour qu'on les croie. Leur président n'a pas besoin d'invoquer sa légitimité pour obtenir respect et obéissance de ses concitoyens. Pourtant, le général de Gaulle, dont nul ne sait, pas même lui, qui prendra en charge la France, ni comment, quand il disparaîtra, considère avec dédain ces institutions américaines qui, selon lui, marchent qu'à un quart. Songerait-il à proposer les nôtres en modèle ? Nous n'en avons plus. Le gaullisme vit sans loi. Il avance au flair. D'un coup d'État à l'autre, il prétend construire un État, ignorant qu'il n'a réussi qu'à sacraliser l'aventure. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre de combat, alors qu'un homme s'est emparé de la France et que la majorité des Français y consent. La minorité qui résiste a besoin de connaître l'ampleur de l'enjeu. Son courage et sa ténacité s'affermiront quand elle saura, sans doute possible, qu'elle témoigne pour la justice et pour la liberté. J'appartiens à cette minorité, mais en analysant le mécanisme du coup d'État permanent qui a ruiné la République, j'ai voulu aussi la mettre en garde contre elle-même. Je n'ai pas tracé les lignes d'un programme d'action, mais seulement tenté de lui rappeler les principes sans lesquels l'autorité devient tyrannie et l'ordre injustice. 25 ans de malheurs nationaux et d'insécurité politique ont rendu les Français craintifs. Ils n'ont pas encore pardonné à la 4e République sa faiblesse gouvernementale et le ressentiment les conduit à oublier qu'ils doivent à ce régime la reconstruction de leur pays. Ils ont trop souffert et trop longtemps d'avoir joué le rôle de l'homme malade de l'Europe par la faute d'une perpétuelle crise politique pour entendre aujourd'hui raison. Que si cette crise n'a pas réellement atteint le potentiel de la France, ils acquiescent cependant la propagande habile qui leur vante la stabilité intérieure et le prestige international recouvré grâce au général de Gaulle. De Gaulle les tranquillise tandis que le Parlement, les partis, les congrès, les controverses idéologiques continuent de les inquiéter. Ils redoutent d'avoir à revenir en arrière. Et De Gaulle, qui le sait, pince cette corde chaque fois qu'il souhaite les rameuter. Dans le procès intenté au régime déchu, l'historien démêlera le vrai du faux. Tel n'est pas l'objet de ce livre qui ne plaide ni pour ni contre le passé. J'aurais atteint mon but si j'ai contribué à démystifier le phénomène gaulliste en montrant comment, par un extraordinaire subterfuge, le nouveau pouvoir, au lieu de consolider l'État, le démantèle, comme au lieu de restaurer le respect de la loi, il pervertit l'esprit civique, comment, au lieu de confier au peuple la maîtrise de son destin, il le confisque. Critiquer le système, dénoncer le gouvernement, accuser le régime et ménager l'homme par qui ils existent eût été facile, mais malhonnête.
On a peut-être remarqué que je n'avais pas abusé de cette précaution. De l'effritement progressif des institutions, de la disparition du contrôle parlementaire, du retour en force de la justice d'exception, de l'arbitraire policier, de la propagande totalitaire, le général de Gaulle assume la pleine, l'entière responsabilité. Je l'ai noté un peu plus haut, son personnage vaut mieux que son œuvre. Lui a gagné sa partie. La postérité retiendra son nom, s'attachera à son caractère. Mais la France, elle aura appris du plus illustre de nos contemporains le mépris de la loi et l'oubli des principes qui commandent l'équilibre d'une société démocratique. Je sais qu'il est difficile de se faire entendre sur ce point, car le comportement du général de Gaulle entretient l'illusion d'une république musclée mais débonnaire, forte mais souple. L'opinion n'aperçoit pas que son libéralisme reste strictement proportionnel à la marge de sécurité dont le pouvoir absolu dispose, que toutes les issues sont déjà bouchées par où la liberté voudrait un jour passer. D'une certaine façon, je la comprends quand elle préfère De Gaulle au gaullisme et aux gaullistes, comme si elle pressentait obscurément qu'il est seul en mesure de limiter les méfaits du système qu'il a institué et de freiner les excès du parti qu'il a élevé. Mais qu'elle ne se rassure pas trop vite. Le coup d'État colle à la peau de ses auteurs. Les arguments invoqués pour justifier l'avènement du général de Gaulle valident à l'avance la compétition des aventuriers pour sa succession. Ceux qui ont employé avec succès la force contre la loi, qui ont renversé la République alors qu'ils n'étaient que d'obscurs conjurés, auront-ils moins d'audace maintenant qu'ils tiennent l'État, qu'ils occupent les ministères, qu'ils disposent des studios de la radio-télévision, qu'ils paient la police politique, qu'ils contrôlent les fonds secrets? Qui croira qu'ils mettront moins d'ardeur à conserver le pouvoir qu'ils n'en mirent à le conquérir? Regardons-les s'observer sur la ligne de départ de la course au pouvoir. Qui des héritiers légitimes ou des héritiers naturels aura le geste le plus prompt? Avant De Gaulle, dit-on, les comités gouvernaient la France. Craignons qu'après lui et à cause de lui, ce ne soient les commandos. Jusqu'au moment, du moins, où le peuple reprendra possession de ses droits. Un dictateur, en effet, n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Imaginer qu'un dictateur n'a d'appétit que pour le sang et n'aime que la terreur serait une sottise. Mais il sait que s'il abandonne ou néglige les moyens de son pouvoir, il tombe dans la trappe du but. Il lui faut sa police, sa justice, son officine de propagande, ses armes de séduction et de répression. Privé d'elle, un jour ou l'autre, il verra le peuple sortir de sa torpeur, hurler à la tyrannie, brûler les palais officiels. Même s'il pense qu'il n'a pas opprimé les citoyens, qu'il n'a pas bafoué les lois, qu'il n'a pas moqué les mœurs, qu'il a favorisé le progrès, qu'il a aidé les arts, qu'il a respecté les coutumes, le cri qui montera vers lui sera le cri de la vengeance. Il s'en étonnera, peut-être en souffrira-t-il comme d'une injustice, peut-être en sera-ce une. Peut-être préférera-t-il la mort à ce qu'il appellera l'ingratitude. Mais il ne comprendra pas ce qu'il n'est pas apte à comprendre, que le pouvoir d'un seul, même consacré pour un temps par le consentement général, insulte le peuple des citoyens, que l'abus ne réside pas dans l'usage qu'il fait de son pouvoir, mais dans la nature même de ce pouvoir. Précisément la mission de l'opposition est de préparer ce moment et de s'y préparer. À cette fin, il importe qu'elle s'affirme sans accommodement. Il n'y a d'opposition qu'inconditionnelle dès lors qu'il s'agit de substituer un système de gouvernement à un autre. Retoucher, aménager, corriger le pouvoir absolu, c'est déjà composer avec lui. C'est mimer l'opposition de Sa Majesté qui, autant que la majorité, participe au régime et le soutient. Certes, toute discussion sur les institutions futures est souhaitable. D'éminents théoriciens, que le fonctionnement de la Ve République n'a pas convaincu de son excellence, ont engagé là-dessus un important débat. Les uns opinent pour le régime présidentiel, dont le gaullisme n'a tracé que la caricature, d'autres pour le régime parlementaire, dont la 4e République ne fut que la contrefaçon.
Les travaux et les études de Pierre Mendès France, de Georges Vedel, de Maurice Duverger, de Paul Coste-Floré, de Jacques Fauvet, de Louis Périer du Club, Jean Moulin, entre autres, feront gagner un temps précieux aux fondateurs de la République moderne. Mais ils rendront un service plus signalé encore quand ils s'accorderont sur quelques idées simples, hors desquelles il n'y aura pas de république du tout. Je m'y suis pour ma part efforcé, en contrepoint de l'étude critique du gaullisme que j'ai développée dans ce livre. L'opposition doit cependant veiller à ne pas tomber dans le travers coutumier à certains contempteurs du général de Gaulle, qui s'exaspèrent jusqu'à accuser la marche du temps d'être gaullistes et qui ne veulent rien savoir des années écoulées depuis le coup de force du 13 mai. Plutôt que de dissocier dans l'événement la part qui revient à De Gaulle et celle qui découle de la nature des choses, ils récusent tout en bloc. En rêve, ils rasent chaque nuit les murs de Babylone. Mais ces adversaires du régime ne constituent qu'une frange de l'opposition inconditionnelle. Ce sont nos ci-devant. Leur refus de voir autour d'eux le monde vivre et changer a quelque chose d'émouvant. Il ne peut cependant que nuire à la cause qu'ils servent. La démocratie en trompe-l'œil n'ouvre l'avenir sur rien. J'ajouterai que cette position de l'esprit risque d'autant plus de décevoir ceux qui l'adoptent que le génie du général de Gaulle est essentiellement empirique. Parfois il précède l'événement. En juin 1940, il fallait une belle sûreté de jugement pour prédire la défaite allemande. Le plus souvent il le rattrape. La passion de gouverner lui tient lieu d'intuition politique. Ce qu'il a mis 15 ans à ne pas comprendre, la décolonisation, le fait chinois, l'Europe, obstiné qu'il était à porter des coups à la 4e République, le pouvoir le lui a vite enseigné. Mais si De Gaulle exploite l'événement, il ne le crée pas. Voilà une évidence qui devrait convaincre ses adversaires que le sort des batailles dépend d'eux, pas de lui. Il saute dans les trains qui partent. Ainsi en sera-t-il de l'Europe pour peu que les Européens continuent de faire chauffer la machine. Notre visionnaire ne voit qu'à portée de la main, mais à cette distance il voit clair. La façon dont il flatte l'effervescence nationaliste du 5e monde en témoigne. Il a constaté qu'il était impossible aux deux empires, ces chiens de faïence, aussi bien d'imposer en commun leur arbitrage aux petits et moyens États que de trancher par la guerre leurs prétentions mutuelles à la suprématie, et il profite de l'occasion pour les tourner. Mais on aurait tort de confondre ce mouvement stratégique avec un choix révolutionnaire. S'étonner de ce que ce réaliste saisit au vol les idées et les circonstances et les habille à son goût relève de la naïveté ou d'une passion aveugle. Infléchir l'alliance atlantique, stabiliser le pouvoir exécutif, déconcentrer l'administration, considérer que le monde extérieur existe au-delà de la ligne Oder-Neisse et de la mer Caspienne, décongestionner l'agglomération parisienne, instituer le Fonds national de l'emploi, moderniser l'armée ne sont pas des impératifs gaullistes. Plutôt que de nier ces problèmes, parce que De Gaulle les aborde, mieux vaudrait s'attacher à démontrer, et la démonstration est généralement aisée, la médiocrité ou le danger des solutions choisies par la 5e République. Certes, la duplicité du régime bat les records du genre. Avec quelle dextérité ne s'empare-t-il pas, et une à une, des armes rangées dans l'arsenal républicain ? L'opposition réclame-t-elle un statut pour arracher la radio-télévision à l'arbitraire gouvernemental ? On le lui jette. Mais tant pis pour elle si quelques clauses malignes annulent l'apparente concession et si la porte qu'elle croyait entr'ouverte se ferme définitivement à son nez. L'opposition n'avait-elle pas exigé la suppression des tribunaux militaires ? Tant pis pour elle si, la prenant au mot, on a transféré les attributions de ces tribunaux à des juridictions politiques d'exception. De Gaulle systématiquement déforme à sa convenance les situations historiques qu'il rencontre en chemin. Faut-il rétablir l'autorité et la stabilité du pouvoir exécutif ? Il ruine le contrôle législatif qui le gêne. Faut-il juguler le crime contre la sûreté de l'État ? Il triture le code pénal et place le pouvoir judiciaire sous sa coupe. Faut-il briser la sédition ? Il se fabrique une police personnelle. Faut-il affermir l'indépendance nationale ? Il exalte le nationalisme.
Faut-il utiliser l'énergie atomique? Il invente la force de frappe. Faut-il insérer les syndicats et les professions dans les institutions? Il évince le Sénat qui l'irrite. Faut-il donner vie à la région? Il étrangle les conseils généraux, hostiles à sa majorité. Faut-il supprimer les bourgs pourris? Il décape les franchises communales qui morcellent sa toute-puissance. Faut-il réviser l'équilibre interne de l'Alliance atlantique? Il pose aux libérateurs de l'Europe qu'au demeurant il contrarie. Faut-il refuser à la Grande-Bretagne un traitement de faveur pour son entrée dans le marché commun? Il prétexte la solidarité des six qu'en toute autre occasion il bafoue. Faut-il reconnaître la Chine? Il sanctionne le club de la bombe atomique qui a dédaigné sa carte de visite. Et ainsi de suite. S'attaquer au gaullisme sur le plan de ses actes ne suffit pas, car plus qu'une politique, le gaullisme est une mythologie. Quand on aura expliqué aux Français que la Constitution est vidée de substance, que l'économie s'affole, que l'université fronde, que la paysannerie se révolte, que le plan est en panne, que Saint-Nazaire annonce la montée des grèves, que le rythme de la construction fléchit, que les milliards s'envolent à travers le monde, que nos alliances sont en péril, que la France absente de l'Europe, l'URSS à l'Est, l'Allemagne parmi les six et la Grande-Bretagne sur ses marchés traditionnels s'en partagent les zones d'influence, que le mot d'ordre « chacun ses frontières, chacun sa bombe » accroît les chances de désordre et de guerre, on aura peut-être persuadé l'opinion que De Gaulle gouverne mal, on ne l'aura pas convaincu qu'il convient de le remplacer. Elle préfère encore le mythe du père, De Gaulle se charge de tout, le mythe du bonheur, De Gaulle conjure les sorts, le mythe du prestige, le monde jalouse la France qui possède De Gaulle, le mythe de la prospérité, grâce à De Gaulle nous serons bientôt 100 millions, le franc vaincra le dollar, à la froide réalité d'un bilan. Mais sur ce plan non plus, les républicains ne sont pas démunis. Au régime vieillot qui s'applique à perpétuer une société agonisante, ils peuvent opposer la promesse féconde d'un monde nouveau où la loi, sage et hardie, fera du peuple son propre maître. Ils ont de leur côté la liberté et la justice, s'ils l'osent, ils auront l'espérance.